Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Lucille. Bonjour à toi déjà. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Top. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être invitée et de venir me parler aujourd'hui. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et de surtout comment concilier les deux. C'est un vaste sujet. Merci Lucille d'être ici aujourd'hui et donc de venir nous parler de comment gérer un business quand on est parent solo ou en alternance. Alors c'est pas en alternance comme dans les écoles, tu n'es pas en alternance d'enfants. Bref, je pense que tout le monde aura compris. Pour te présenter un peu et avant que toi tu rentres dans les détails, donc t'es maman d'un ado de presque 12 ans et tu te décris comme joyeuse pédagogue. Alors pour les auditeurs qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, déjà merci de m'avoir invitée, Géraldine. Donc moi j'ai à cœur en fait d'accompagner les formateurs et les organismes de formation à transformer leurs pratiques pédagogiques. En gros, l'idée c'est de les faire passer de la formation traditionnelle, classique, présentielle, à intégrer des nouvelles pratiques avec la formation à distance, que ce soit synchrone ou asynchrone, et de passer à ce que j'appelle moi la pédagogie augmentée. J'adore. Pédagogie augmentée, ça fait vraiment hyper futuriste et trop bien. Et quand on a vécu des formations des fois un peu chiantes, hein, j'ose le mot, pédagogie augmentée, ça donne quand même vachement plus envie. Écoute, en tout cas, c'est l'idée et c'est ce que j'essaye d'amener justement dans les formations et d'amener les formateurs à faire battre le cœur de leur formation et pas à faire des électrocardiogrammes plats. C'est ça, c'est mieux parce que le plat, c'est pas ouf pour la vie en général. C'est pas top. Donc pour faire ça, tu as fondé Luminous en février 2022. Comment t'es arrivée à te dire que tu voulais être à ton compte? Alors, ça fait bien longtemps que l'entrepreneuriat me gratouille, me chatouille. C'est un projet. Enfin, moi, je me souviens déjà à l'université dire, moi, quand je serai grande, je voudrais être consultante. À l'époque, je savais pas trop ce que c'était, mais voilà, il y avait déjà un peu cette Il y avait l'idée en tout cas. intention, voilà, Mhm. qui a mis quand même plusieurs années à se réaliser dans la vie réelle. Et effectivement, en février 2022, j'ai fait ce choix de partir en solo. J'avais précédemment monté une autre société avec des associés, et puis on s'est quitté. Et moi, je me suis remontée en solo. Et du coup, c'est quoi qu'est-ce qui, à ce moment-là, t'attire pour te monter en solo après une expérience en tant qu'associé? Alors, figure-toi qu'entre mon expérience associée et mon expérience en solo, j'ai refait une tentative dans le monde salarié. Mhm. Et puis, une fois que tu as goûté finalement à la liberté de ton emploi du temps, surtout quand tu es entrepreneur, repartir dans un monde salarié où il faut être au bureau à 8h30, finir à 18h30, manger en 20 minutes, plus les transports, plus les bouchons, j'avoue que j'ai pas trop adhéré en fait. J'ai Mhm. plus adhéré au concept du tout. Et puis, ce qui m'a aussi appelé, on va dire, à monter ma boîte en solo, c'est que je me suis rendu compte à quel point ma vision de la formation était différente Mhm. et j'avais vraiment du mal à accompagner ou à adhérer totalement à la culture d'une entreprise qui était déjà existante et qui avait son ADN à lui. Donc, ce qui m'a vraiment en fait animée, on va dire, à me lancer en solo, c'est de pouvoir moi-même en fait faire rayonner ma vision de la formation et décider de ce que je voulais faire, avec qui je voulais le faire, quand je voulais le faire et dans quel contexte. Ok. Donc tu trouves rien qui correspond à ce qui te donne du sens à ce moment-là, et ce que tu as envie de faire, et du coup tu te dis ok, je vais le faire selon mes règles. Voilà, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai fait des tentatives qui m'ont permis aussi de prendre conscience à quel point ma vision était différente de ce qui existait déjà. Mhm.
d'y mettre des mots aussi dessus, hein, finalement, parce que quand tu démarres, bah, il y a une phase quand même d'introspection où bah, tu te poses les questions sur c'est quoi ma valeur, c'est quoi ma singularité. Mm. Et tout ça, c'est des choses qui émergent au fur et à mesure de la création. Ça se matérialise à travers un logo, à travers un nom. En fait, on part souvent sur ces points-là au démarrage, de se dire, ah, j'ai pas de site internet, ah, j'ai pas de branding. Donc, c'est par tout ça, en fait, où tu te reposes ces vraies questions sur c'est quoi ma société, Mm. qu'est-ce que j'ai envie, quel est l'impact que j'ai envie d'avoir auprès de mon public. En tout cas, en l'occurrence, moi, ce sont des formateurs et des organismes de formation. Et surtout de pouvoir exprimer, en fait, cet ADN et d'aller vraiment chercher ta colonne vertébrale, en fait, quelque Mm. part. Ce qui va structurer potentiellement tout le reste aussi après, et tes actions Exactement. notamment, quoi. Mm. Ok. Donc là, tu viens nous expliquer vraiment la partie entrepreneuriale et comment, pourquoi tu te lances. Quand tu te lances, t'es déjà maman solo à ce moment-là? Oui, je suis déjà maman solo. Donc, à l'époque, par contre, j'étais en garde exclusive. Ok. Donc, avec mon fils, bah, quasiment H24. Hein, donc, en termes de logistique et d'organisation, bah, ça impacte aussi derrière la manière dont tu vas gérer ton temps et Mm. gérer ton entreprise et puis bah, tes clients, tout simplement. Clairement. Et du coup, c'est quoi tes challenges à ce moment-là? Alors, bah, il y a le grand saut dans le vide, hein, parce que déjà se lancer dans l'entrepreneuriat quand t'es pas tout seul, à mon avis, c'est pas simple. Mais se lancer dans l'entrepreneuriat quand t'es solo, avec Pôle emploi qui t'annonce qu'en fait, bah, tu vas avoir une carence de 6 mois, par exemple. Ça a été mon premier challenge. Surprise! Surprise. Donc là, bah, tu t'es confronté à tes premiers problèmes d'entrepreneur où tu as tout de suite la situation financière et la réalité financière qui te rattrape, hein. Mm. Où là, tout de suite, il va falloir que tu mettes en place des stratégies pour pas mourir de panique déjà. Donc, bah, ça vient chercher sur voilà, ta gestion du stress, ta gestion des émotions. Et Mm. puis, moi, ce que je trouve aussi, c'est que c'est venu me chercher sur ma prise de risque, en fait. Voilà. Mais quelque part, je me suis retrouvée tellement au bord du précipice, en fait, à me dire, je peux plus retourner dans le salariat, j'ai plus envie, ça me correspond plus. Et en même temps, je sais que j'ai quelque chose à amener qui va être différent. Et puis, j'avais aussi, hein, là-dessus, on va pas se mentir, mais j'avais quand même un petit matelas économique qui m'a permis justement de pouvoir me lancer relativement sereinement, on va dire, Mm. parce que sans ça, clairement, enfin moi je trouve que ça aurait été du suicide, quoi, hein. Donc après voilà, il faut faire le point clairement. Enfin moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le point clairement sur mes charges et j'ai pris la pire des situations, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si je fais 0 de chiffre d'affaires sur la première année, par exemple. Est-ce que Mm. j'arrive à survivre ou pas avec un Combien de temps je SMIC, par tiens? exemple, voilà. Mm. Et une fois que tu as répondu à cette question-là, en faisant vraiment voilà, ton tableau sur tes premiers chiffres, ben moi, la réponse, c'était OK, je saute et je vais pas devoir voilà, travailler en parallèle, je vais pas devoir Mm. voilà, prendre un job alimentaire, par exemple, à côté pour pouvoir survivre. Donc, c'est aussi ça qui m'a permis de me lancer, mais c'est clair que c'est un gros challenge au démarrage, hein. Celui-ci, Clairement, l'aspect financier, je pense que ça vient toucher des choses diverses et variées, mais qui peuvent être en plus assez profondes. Donc, pour réduire cette panique, en tout cas ce qui est lié à ça, tu l'as dit, c'est vrai que le fait de poser les choses et d'avoir quelque chose d'assez factuel, de dire ok, ben combien je dépense chaque mois pour les choses de la vie courante, hein, les charges, les factures, l'électricité, la nourriture, les déplacements, enfin bref tout. mm, Et de se dire ok ben j'ai combien de côté, ça me permet de couvrir combien de mois si vraiment il y a rien qui rentre. Et du coup c'est vraiment mettre en avant cet aspect factuel des choses qui enlève quelque part quand même un peu d'affect et de pas être juste en réaction émotionnelle ou dans la panique de se dire ah là là mais je vais pas y arriver, ça va être trop dur, etc. Mais de poser et de se dire ok bah j'ai 6 mois, 8 mois, 2 mois, peu importe, tranquille, ou en tout cas je sais que je peux couvrir si jamais. Et donc ça ouvre aussi la capacité à se dire ben j'y vais pas, mais en tout cas la prise de décision est plus factuelle que juste sur une intuition ou une panique première quoi, qui est
pour autant légitime, hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ton premier réflexe, ça va être de te dire non, je suis pas capable, en fait. Non, j'ai Mm. peur. Non, j'ai. Et en fait, moi, je considère depuis peu que la peur, c'est plutôt une boussole chez moi. C'est-à-dire que si j'ai peur, c'est qu'il faut y aller. Sauf que il y a peur et truc terrifiant. Inconscience. Ouais, Voilà. c'est ça. Et qu'en fait, le fait d'avoir posé tout ça, tu vois, au démarrage, de me dire, bon, combien de temps je peux survivre et à quel moment j'abandonne, en fait, c'est plus ça. Mm. Parce qu'il y a aussi le piège de se dire, bah, j'ai créé mon petit bébé, là, ma petite boîte, nanana, et puis tu vas t'entêter à vouloir... Donc, il y avait, dès le démarrage, en fait, chez moi, le fait de se dire, bah, voilà, si à telle date, j'ai pas fait tel chiffre, j'arrête. Mm. Et donc, j'aurais essayé, c'est bien. Tu auras osé, tu auras essayé, mais il y a un moment, il faut être responsable et conscient, hein, parce que c'est Ouais, sûr que bah, maman solo, comme tu l'as dit, ça veut dire responsabilité aussi et Mm. bah, des engagements, voilà. Clairement. Et la responsabilité, oui, on l'a en tant qu'adulte, forcément, en tant que parent, forcément Mm, aussi. mm. Et c'est ce que tu dis, c'est la différence entre la persévérance et l'obstination, quoi. De dire jusqu'à quand je pousse et jusqu'à quel point je crois à mon projet, mais tout en restant sur des filets de sécurité. Et ça peut être des filets de sécurité financiers, mais ça peut être aussi des filets de sécurité autres, hein, émotionnels, des ressources externes. Enfin bref, ça peut être plein de choses différentes. Mm. Mais d'avoir quelque part ce cadre en disant j'ai le droit de jouer dans ce cadre et je m'autorise à aller jusque là. Par contre, si là j'estime que en effet ça va trop loin ou que c'est pas à l'attendu par rapport à ce que je prévoyais, bah, j'aurais bien joué, ça aurait été cool, mais je m'arrête là aussi parce que j'ai cette responsabilité-là et que je peux pas aller au-delà, en fait. Exactement, bah, ça permet de, voilà, enfin en tout cas, moi je voyais ça un peu comme les bornes entre, comme tu disais, hein, la prise de risque ou l'inconscience, quoi. Donc, Mm, une fois que tu bornes ça, ben, ça te permet aussi de voir au fur et à mesure de tes avancées, bah, tiens, en fait, là, c'est bon, j'ai dépassé ce que j'avais imaginé dans ma pire version pessimiste. Je suis plutôt finalement sur une courbe qui est de l'ordre de l'optimisme. Donc, je peux mm, continuer, c'est que je suis sur la bonne voie, c'est que le projet, il tient la route, c'est ce que voilà, mes projections étaient OK. Ça permet aussi au fur et à mesure finalement de se rassurer et mm, de prendre vraiment aussi les baskets de l'entrepreneur parce que tu as aussi ça qui se joue, je trouve, quand tu te lances en solo, c'est que il y a une phase de transition pour enfiler ces baskets de mm. l'entrepreneur et vraiment de transformer le salarié qui avait voilà des réflexes, des habitudes, des pratiques en entrepreneur qui crée sa propre matrice en fait quelque part. Clairement. Clairement. Et ça prend du temps aussi. Et ça se fait pas forcément du jour au lendemain. Donc, c'est aussi ce processus-là par lequel t'es passé toi Ouais. et qui fait que bah, petit à petit, il y a des choses que t'arrives pas à gérer un jour et puis quelques jours après ou quelques semaines, mois, eh ben ça c'est OK, on peut passer au sujet d'après, etc. Mais c'est aussi ça, passer au travers des challenges, des différents challenges et finalement grandir au fil de l'eau, quoi. C'est ça, parce que finalement, quand tu te lances, c'est un peu comme quand tu achètes ta première maison. Enfin, alors les propriétaires vont se reconnaître, mais peut-être pas les autres. Mais quand tu achètes ta première maison, t'es plein de rêves et de machins, etc. Et donc, tu as ta phase comme ça d'enthousiasme. Et je trouve que sur l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Tu as ta phase de waouh, tu as l'impression d'être un peu le roi du monde, tu sais, où tu te sens hyper libre, hyper autonome, indépendant, etc. Et puis tu commences à prendre tes premières claques. Ah bah tiens, comme dans ta maison là où tu as la mauvaise surprise, ah, le chauffe-eau Mm. il marche pas. Ah ça j'avais pas vu que c'était comme ça. Et donc en fait c'est un peu ça. Moi j'ai l'impression quand tu te lances, tu dis ah ben en fait c'était pas si simple que ce que j'avais imaginé. Ah la prospection ça c'est pas si simple que j'avais imaginé. Ah il y a ça la gestion, la compta. En fait tu découvres plein de choses Mm. que tu connaissais pas en fait. Donc ça t'oblige aussi à apprendre et à aller creuser sur plein de thématiques qui t'étaient pas du tout familières. Enfin en tout cas moi dans mes compétences, voilà typiquement toute cette partie là, gestion administrative, comptable, etc. Sur la formation, bah tu as aussi pas mal d'administratifs Mm. à remplir. Et puis, ben voilà, il y a des choses pour lesquelles tu as plus d'appétence que d'autres. Toute la partie, voilà, typiquement organisation, planification. Voilà, il y a plein de choses à. Enfin, moi,
sur ces presque 2 premières années, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait des sauts quantiques un peu de version au fur et à Carrément. mesure. Ouais, ouais, c'est ça. C'est assez rigolo. Ouais. Et donc, au-delà de ces challenges du lancement, etc., comment tu as surmonté ça en fait? Est-ce que t'as eu des ressources? Alors, ça peut être soit des personnes, soit je sais pas, des podcasts, des livres, des formations, des choses qui t'ont aidé dans ce parcours-là, à la fois de te mettre dans tes baskets d'entrepreneur, comme tu dis, et à la fois de maman solo qui gère un développement de business. Ouais, alors il y a eu plusieurs actions que j'ai menées parce que il se trouve que moi, je suis en quasiment 100% télétravail depuis le premier confinement. Donc ça commence légèrement à dater. Ce qui génère un sentiment de grande solitude en fait, de fait parce que tu es tout seul chez toi et que il Mm. faut déjà t'organiser pour créer un équilibre de vie, sinon tu pètes les plombs en fait à rester H24 chez toi. Donc déjà, j'ai commencé par mettre en place le fait de sortir en dehors des sorties d'école, d'aller chercher, etc., de ramener, parce que bah, les semaines où tu as ton enfant, en fait, de fait, tu vas l'amener, tu vas le chercher, donc en fait, ça te structure ta semaine. Par Mm. contre, finalement, les semaines où je vais pas la voir, ben, il a fallu que je m'organise pour bah, sortir de la maison parce que sinon tu peux rester 7 jours en fait enfermé derrière ton écran comme une espèce de troglodyte quoi. Et ça niveau santé mentale bah, c'est pas très bon hein, ni pour ta Mm. tête ni pour ton corps donc je me suis organisée déjà pour aller sortir le matin, c'est-à-dire que je vais me promener en fait dehors là. Moi j'ai la chance d'habiter à Nîmes donc j'ai la garrigue pas loin. Et voilà, ça fait du bien de se faire un petit bain de nature, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse beau. De s'aérer, juste. C'est ça, de s'aérer, voilà, tout simplement, et de s'obliger à s'aérer quand même. Ouais. C'est assez facile de ne pas le faire, hein. Mm. Oui, oui, c'est plus simple de rester à la maison, en fait, hein, C'est plutôt ça. que de mettre ses baskets et d'y aller. Mm. Après, il y a eu, bah, pareil, hein, la partie sport, l'inscription à la salle de sport, etc. Parce que bah, moi, je vais pas au bureau, mais du coup, je vais à la salle de sport, en fait. Ça m'oblige Mm. aussi à aller un petit peu bouger. Et puis de voir d'autres humains, hein, parce que dans la garrigue, il n'y a pas grand monde généralement. Donc, les humains, c'est bien aussi dans la vie réelle. C'est-à-dire que C'est sympa. j'en vois beaucoup Mm. derrière les écrans, en fait, mais Ah, mais en 3D, en ça a 3D, son charme voilà. aussi, En hein. 3D, c'est quand même appréciable, quoi. C'est quelque chose que j'aime bien aussi, hein. Je suis quand même humaine à la base et on reste des êtres sociaux. Donc, Mm. le besoin d'appartenance, il est quand même important. Donc, il y a eu ça que j'ai fait en premier, en fait. Je me suis rendu compte aussi que les temps d'écran, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que quand je dépassais un certain temps d'écran par jour, je commençais à plus avoir la frite en fait. Donc j'ai Mm. commencé à me limiter sur mes temps d'écran, donc à limiter mes applis, etc. Et là, je me rends compte, voilà, que j'ai déjà une bonne base en fait pour avoir, on va dire, une espèce d'hygiène mentale et corporelle que je peux gérer en fait facilement. Et mon autre action qui m'a vraiment fait du bien aussi, c'est que j'ai eu la chance de croiser la route d'un réseau d'entrepreneurs solidaires qui s'appelle Evaleo, qui du coup organise tous les 15 jours, en fait, tu as des réunions qui permettent à la fois de travailler sur ton développement professionnel, mais aussi sur le développement personnel. Et ça, ben, tu te retrouves là, en fait, entre entrepreneurs qui ont des chemins, des parcours un peu différents, des expériences différentes. Le fait de pouvoir ben, faire de l'échange de pratiques, parce que c'est pareil, en fait, hein, tu peux avoir des gens autour de toi qui vont pas être forcément entrepreneurs et tu vas te retrouver encore dans ce sentiment de solitude ou d'incompréhension par Mm. rapport à ben, voilà, des amis à toi qui sont salariés, pas entrepreneurs, donc qui comprennent pas vraiment les challenges auxquels tu peux toi faire face en fait. Ouais. Et donc bah là aujourd'hui j'arrive à voilà un écosystème qui me va bien parce que je mélange à la fois télétravail mais présentiel et puis j'essaye de trouver en fait une jauge d'équilibre hein, qui change aussi en permanence hein, parce que ben on le voit déjà rien que suivant les saisons hein, l'été l'hiver tu vas avoir plus ou moins de monde tu vas Mm. faire plus ou moins d'activités voilà donc là j'ai disons que je suis plus sur, OK, j'ai identifié voilà, mes curseurs, on va dire, et
C'est ça, tes besoins et tes curseurs, Ouais, ouais. je m'amuse à jouer avec et puis à essayer de trouver ce qui génère le plus d'énergie, le plus d'enthousiasme et d'avoir quelque chose qui me convient, qui permet d'avoir une vie perso et une vie pro aussi. Voilà, Mm. il y a tout un équilibre instable à gérer en permanence. Bah de fait, ouais, je pense que l'équilibre est instable. C'est ça. Et tu disais, j'aime bien cette idée de phase de test et d'essayer et de se dire, c'est pas immuable non plus. C'est-à-dire que ton équilibre aujourd'hui, d'aller marcher, il fonctionne aujourd'hui, ça te fait du bien, ça te remet Ouais. en énergie, etc. Mais potentiellement, ça pourrait changer demain et c'est OK. Mm. Mais quand tu es dans cette logique de t'écouter, de te dire, est-ce que là, c'est ce dont j'ai envie? Est-ce que ça répond à mes besoins? D'ailleurs, quels sont mes besoins? C'est ça. Est-ce que mes besoins, c'est de rencontrer d'autres humains? Est-ce que c'est au contraire d'être chez moi parce que c'est ça qui me régénère quelque part? Mm. Mais en tout cas, d'être dans ce questionnement et ce recul aussi sur soi, de se dire là, je suis en train de faire ça. Est-ce que je le fais par pilote automatique? Soit parce que j'étais salarié avant et que c'était le truc que tout le monde faisait, donc j'ai continué un peu dans cette logique-là. Soit parce que j'entends ou je compare avec d'autres entrepreneurs et que j'ai l'impression que c'est la voie tracée, que c'est ça qu'il faut Mm. faire. Mm. Donc c'est contrer un peu ça et être à l'écoute de soi en se disant mais finalement c'est quoi mes besoins? Moi j'ai envie de quoi? J'ai besoin de quoi? Qu'est-ce qui me met en énergie? Qu'est-ce qui m'en redonne? Qu'est-ce qui m'en pompe aussi pour essayer de le limiter? Et donc de tester ça en disant ben je peux me poser la question pendant 150 ans de qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, mais la meilleure manière de savoir ce qui va me convenir là tout de suite, c'est encore d'essayer et puis de réajuster quoi. Exactement. Et d'ailleurs, quand tu dis, tu vois, c'est vrai que en fait, quand tu te lances, tu as cette espèce de cadre qui est en fait presque inconscient en fait, parce qu'on a toujours été sur des horaires de bureau. Tu fais des journées de 8 heures et tu t'es jamais Mm, posé la question du pourquoi on fait comme ça. Et donc, au démarrage, moi, j'ai alimenté un espèce de sentiment de culpabilité dès que me débrancher de mon ordinateur en fait dans ces mm, horaires-là, ce qui était complètement débile en fait parce que finalement après coup j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que je me suis dit bon en fait c'est quoi mes périodes où je suis vraiment concentrée, où je peux faire des tâches et je me suis rendu compte par exemple que moi le matin je suis ultra productive et que je peux rester greffée 4 heures d'affilée. Voilà, je lève la tête, c'est 13 heures, j'ai pas mangé. Mais c'est pas grave, en fait, c'est juste mon rythme qui est comme ça. mm. C'est-à-dire que de se dire, ben, en fait, je peux bosser 4 heures le matin, par exemple, et puis faire ma vie en début d'après-midi, etc. Et en fait, je vais avoir un deuxième pic de concentration qui va être plus tard le soir, tu vois. Donc, je peux m'y remettre à 18 heures jusqu'à plus tard. Enfin, voilà, après, ça dépend de mon planning, de mes contraintes, etc. Mais en fait, ce schéma du il faut être là derrière son ordi à 8h30 et y être jusqu'à 18 heures le soir avec une pause de 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas quoi. En fait, ce cadre-là, c'est un cadre qui nous a été imposé, mais qui n'obéit pas à nos besoins physiologiques en vérité. Clairement. Et donc ça, une fois que tu te dis, mais en fait, ça n'a pas d'intérêt de faire ça parce que si c'est pour glander à regarder du YouTube pendant 4 heures parce qu'en fait, je sais plus quoi faire, j'ai plus d'idées, je suis complètement sèche, ben, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je sais qu'en fait, moi, la période pas bonne là, enfin en tout cas où j'ai du mal à me concentrer et tout, c'est le début d'après-midi en fait, le coup. La période de sieste en Voilà, la fait. période de sieste, pour moi, tu me fais pas faire des trucs où ça me demande trop de concentration, etc. Donc, par exemple, soit je me cale des rendez-vous où je vais être dans l'échange, etc. Donc, Et ça redynamise quelque ça part en fait. redynamise parce que voilà, tu vas être dans l'échange. Mais je vais, en fait, c'est plus comme ça que je le fais, ou alors carrément, je m'autorise d'aller faire une sieste, en fait, d'aller m'allonger 20 minutes, hop, tu rebootes Tellement. et c'est reparti, quoi. Et ça, typiquement, quand tu es salarié, bah, enfin, il y a pas tant de boîtes que ça qui autorisent la petite sieste, alors que, en fait, moi, je me rends compte que, franchement, je m'allonge 20 minutes et en plus, je dors pas forcément d'ailleurs, hein, c'est Mm. juste aller, voilà, tu fermes tes yeux, tu t'enlèves les écrans, voilà, tu fais autre chose et hop, ça redémarre, quoi. T'as rechargé les batteries, t'es reparti Ouais, quoi. donc c'est vraiment tout ça en fait. Enfin moi que j'ai acquis sur ces 2 premières années, c'est de se dire en fait ce rythme-là et cette manière de faire, elle vient d'où en fait?
bah, elle vient de l'ère industrielle. Enfin, tu vois, elle vient de loin, en fait. Mm. Ouais, de vraiment loin. Et pourquoi, quand ton organisation te le permet, alors je dis pas que c'est faisable sur toutes les, voilà, sur tous les secteurs, j'imagine que ça doit pas être le cas, mais en tout cas, moi, je peux me le permettre et je peux finalement sculpter mon emploi du temps Mm. comme ça me va, en fait. Et ça, clairement, c'est du luxe. Du luxe, exactement ce que Mm. j'allais dire. Ouais, clairement, clairement. Et dans ton emploi du temps, justement, le passage d'avoir ton fils en garde exclusive à la garde alternée, est-ce que ça a généré des choses sur toi, sur ton business ça a modifié des choses? Alors, carrément, parce qu'alors, le passage de la garde exclusive à la garde alternée m'a fait prendre conscience à quel point mon enfant structurait mes journées. Parce qu'en fait, ben, quand ça fait 12 ans que tu amènes à l'école le matin, que tu vas chercher le soir, ben, c'est pareil, en fait, tu as acquis des automatismes Mm. que t'as pas remis en question jamais. Et quand finalement, les semaines où tu n'as plus ton enfant, bah, tu dis, en fait, tout d'un coup, tous tes repères changent. C'est comme si tu C'est découvrais. ça, c'est quoi mon rythme? C'est quoi ma routine en fait là-dedans, moi? Bah, c'est trop bizarre parce que soit tu deviens schizophrène au démarrage, où du coup, t'as plus aucun rythme, tout éclate et voilà, tu vas te coucher hyper tard, tu sais plus à quelle heure manger. Donc, il y a eu une phase comme ça où, waouh, j'étais complètement paumée en fait sur le cadre et la structure. Et c'est là où d'ailleurs j'ai commencé à me dire, bon, ben, en fait, le matin, tu te lèves toujours à la même heure. Ça change rien en fait. Faut garder ton rythme. Tu vas, au lieu de l'amener à l'école, bah, tu vas marcher le matin. Voilà. Enfin, en gros, j'ai essayé de mettre en place des stratagèmes, mais c'est vrai que ce côté où tout d'un coup, il y a tout le monde qui s'écroule, parce que, enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu comme si c'était bah, une nouvelle vie, quoi, en fait, hein. Mm. Et donc, il y a quand même, encore une fois, ce temps d'adaptation qui fait que tu vas mettre en place des nouvelles habitudes, un nouveau rythme et que tu vas, voilà, pas complètement changer de cadre d'une semaine à l'autre parce que, enfin, moi, en tout cas, j'arrivais pas, voilà, je le vivais pas forcément bien de plus avoir de rythme, de plus avoir d'heures, de plus avoir de, donc, je me les suis remis, en fait, quelque part. C'est ça. Et du coup, tu arrives à avoir à la fois du temps pour ton business, mais aussi du temps pour toi, pour, enfin voilà, toi, tes activités. Oui, finalement, bah, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, avec le recul, je peux te dire que c'est beaucoup mieux parce que bah, il y a les semaines avec lui où il va être ma priorité finalement, où du coup, bah, je vais forcément avoir moins de déplacements, je vais adapter plus mon rythme à lui, et puis des semaines où je suis off maman, euh, où du coup, je vais pouvoir, voilà, mettre un coup de booster sur le pro ou même sur le perso et voilà, avoir quand même une vie perso à côté, quoi. Mm. Oui, ça génère des temps qui sont peut-être plus structurés finalement, avec une variation de rythme que finalement j'aime bien. Parce que, Ouais. voilà, mais avant de bien l'aimer, il faut déjà se l'approprier, en fait. Voilà. Mm. Et puis là aussi, tester, essayer de voir ce dont on a besoin, jusqu'où on va sur tel ou tel temps, telle ou telle routine, etc. Donc, c'est aussi de l'ajustement, je pense, au-delà du test. Ah ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est encore en cours d'ajustement, j'ai envie de te dire, hein. Après, Ça le sera sans doute tout le temps. ouais, ouais. Non, non, en plus, moi, j'ai un petit problème avec la discipline en général, donc j'ai pas vraiment de semaine type avec tel horaire, voilà. Enfin, après, j'ai mon propre cadre qui se déforme au fur et à mesure, quoi. Voilà. C'est ça. C'est un cadre d'autonomie, c'est-à-dire que tu as un cadre et à l'intérieur, c'est freestyle et c'est aussi Ouais, très c'est bien ça. comme ça quand ça fonctionne, en fait. C'est Donc, ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. mm. On arrive du coup à la fin de cet épisode. Je voulais juste rebondir ou rappeler des points vraiment ultra importants, je trouve, que tu avais évoqués, notamment le fait de combattre la solitude et l'isolement, qui est quelque chose qui revient quand même très souvent. Quand j'échange avec des entrepreneurs, c'est vraiment un sujet qui revient très, très, très souvent. Et toi, ta manière de combattre ça, c'est à la fois d'avoir des temps pour toi, de te poser la question de qu'est-ce que tu as envie de faire et comment t'es seul avec toi. Mm.
ce qui est bien. C'est pas mal de s'entendre avec soi-même, hein, parce que c'est la personne quand même avec laquelle on passe le plus de temps dans sa vie. Et le fait aussi de partager avec d'autres, et notamment avec d'autres personnes d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques potentiellement, ou qui en tout cas comprennent le cadre dans lequel toi tu es, et les freins, les challenges, les choses que tu peux traverser, plus que des personnes de notre entourage qui parfois peuvent vouloir bien faire, mais n'ont pas forcément le référentiel en fait qu'on a au quotidien, et où du coup il peut y avoir une distorsion et donc une incompréhension aussi dans les choses qui sont partagées à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, vraiment savoir s'entourer de personnes qui sont dans la bienveillance et qui partagent aussi finalement tes problématiques, fait que tout de suite, tu vas te sentir compris et forcément moins seul, ça c'est sûr. Ouais, clairement. Et ça fait avancer quand il y a des challenges ou des problématiques particulières, quelles qu'ils soient d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est plutôt efficace, ne serait-ce que déjà de verbaliser auprès de quelqu'un, et puis ensuite potentiellement d'aller chercher des solutions. Mais en tout cas, le partage est très efficace là-dessus, et je voulais juste le rappeler, merci d'en avoir parlé. Juste avant de terminer, si tu veux bien nous partager tes prochaines actus. Alors, sur les prochaines actus, il va y avoir dans le catalogue, on va dire, de mes formations, un parcours qui va fonctionner un petit peu. Finalement, aujourd'hui, tu peux choisir la longueur de ton café, ce que tu écoutes comme musique, ce que tu regardes à la télé, sur Netflix et compagnie. Et par contre, en formation, on te donne un programme et à toi de t'adapter. Moi, je propose plutôt un format ultra modulaire où du coup, les formateurs ou des experts qui veulent devenir formateurs ou des formateurs qui ont envie de transformer leur pratique peuvent du coup choisir la formation qui leur convient, que ce soit sur la conception, l'animation, l'évaluation de la formation ou plein d'autres thématiques que j'aborde. Donc, je les inviterai à venir voir aussi mon site ou me contacter s'il y a besoin. Absolument. Merci pour la transition. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Lucille sous la description de cet épisode. Donc, si jamais ce qu'elle vient d'évoquer t'allume une lumière ou une flamme chez toi et que tu veux échanger pour aller plus loin, surtout n'hésite pas. Si tu as aimé l'épisode aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins. Ça fonctionne aussi très bien. Merci beaucoup, Lucille, d'être venue me parler d'Antuba. J'ai hâte de suivre les prochaines idées que tu vas mettre en place avec Luminous. Merci, Géraldine, de m'avoir gentiment invitée. Avec très grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.